Bonsoir, colonel Pierre de Jong. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste en géopolitique. Je le disais, on va essayer de comprendre ce qui se passe sur le front, mais également sur le terrain diplomatique en ce moment, avec une première question assez simple. Après les léopards allemands, les Challenger britanniques, les Abrams américains, la France doit-elle, oui ou non, livrer des chars de combat Leclerc à l'Ukraine? Alors, qu'elle adhère à un principe qui, en fait, de renforcer l'armée ukrainienne, on peut très bien le concevoir, d'autant que la France a déjà fait des efforts très importants avec le César, avec des moyens antiaériens, enfin, avec toute une batterie de moyens extrêmement importants. Donc la France participe à cet effort. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, la base ou le socle ou l'assiette, si vous voulez, du nombre de Leclerc disponibles est relativement faible, puisqu'on part sur une base de, en gros, 200 Leclerc, sachant que sur les 200 Leclerc, il y a une trentaine qui sont aujourd'hui en reconstruction ou je dirais, en maintenance, ce qui fait qu'il en reste 150. Donc si on en prenait 10 ou 20, quel est l'intérêt d'avoir 10 ou 20? Pourquoi? Parce que 10 ou 20, c'est quoi? C'est un demi, c'est deux escadrons, c'est même pas un escadron et demi. Donc en fait, ce ne serait pas significatif. Je pense qu'il faut faire effort s'il y a des sujets plus, je dirais, plus lourds, d'autant que je pense également que l'armée française, elle est assez réfractaire aujourd'hui, compte tenu de l'état de la menace, elle est assez réfractaire à donner ces engins. C'est les seuls engins lourds que nous ayons, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, quand j'étais il y a une trentaine d'années, on avait 1500 chars moyens, enfin les chars lourds d'aujourd'hui, 1500. On est descendu à 200. Vous vous rendez compte comment dire, le décrochage énorme. Et ça, notre armée le sait, nos militaires le savent. Et je Ouais. pense qu'ils ne voient pas d'un bon oeil de donner leur matériel. 200 chars, dont 50 en rénovation, vous l'avez dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de fournir des chars à l'Ukraine? Ben si, il suffit de dissocier, de prendre à Pierre et de donner à Paul, c'est la même chose. Donc on peut en prendre autant qu'on veut. Mais le problème, c'est que comme les usines de construction des Leclerc sont arrêtées depuis quelques années, ce qui veut dire que les engins qui vont être donnés ne seront pas recomplétés. Et un char lourd, c'est pas rien. Vous savez qu'on travaille avec, enfin, comment dire, nos ingénieurs travaillent sur un modèle de blindé, mais c'est pour en 2040. 40, oui. Donc on n'en est pas du tout là. Donc c'est le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, quelles sont les mesures de remplacement? Et là, il n'y en a pas. Ce sera un comble qu'on soit obligé d'acheter, nous, des léopards dans quelques semaines ou dans quelques mois pour remplacer nos Leclerc. Ah, ce serait vraiment un moment un peu troublant quand même. Assez troublant. Vous le disiez également, il y a également cette question. Si la France livre des chars Leclerc à l'Ukraine, a priori, on partirait sur une dizaine de chars, 10, 12, 14 chars peut-être. Est-ce que ça vaut le coup de fournir ces chars-là, de créer une ligne logistique spécifique seulement pour une dizaine de chars? Alors, bah, bien sûr que non, c'est bien sûr que non. Dit Leclerc, c'est même pas, c'est en gros un escadron, même pas un escadron. Faudra en donner une quinzaine, si vous voulez, avec les problèmes de maintenance, etc., au moins une quinzaine. Donc c'est un escadron, ça ne change pas la face de la guerre. Par contre, du point de vue politique, ça c'est un regard qu'on peut également avoir, et on peut comprendre le chef de l'État qui souhaite, ou en tout cas qui est poussé peut-être à adhérer à ce mouvement généralisé. Et c'est vrai que la France, elle ne peut pas, compte tenu de son positionnement au Conseil de sécurité ou ailleurs, elle peut pas ne pas participer d'une façon ou d'une autre. Alors on a bien essayé avec les amis du CRC, on voit bien qu'on a fait une OPA à l'envers, on a essayé de donner nos engins dont on servait de moins en moins, et Mais malheureusement ça ça n'a n'a pas pas suffi. suffi. Bah, parce qu'ils sont trop légers, ce sont des bons engins, moi je les connais, ce sont de très bons engins, mais ce sont des engins légers et à roues et qui ne sont pas du tout adaptés, si vous voulez, au théâtre d'opération ukrainien, où là il y a de la boue, de la neige, de la glace. Évidemment, l'engin n'est pas tellement adapté. Est-ce que la France, de par ses hésitations, est-ce que c'est pas aussi parce qu'elle a peur eh bien, de renforcer cette colère de Vladimir Poutine? Je ne crois pas. Alors ça, non, vous voyez, c'est marrant parce que votre question elle est très bonne. Enfin, je la trouve vraiment intéressante, mais je ne crois pas du tout. Je pense que la France aujourd'hui, le président Macron ne se situe pas du tout là. On voit bien qu'il veut maintenir une espèce de tuyau de communication avec Moscou, ce qui est en fait, je trouve plutôt bien. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas couper les ponts. Un jour ou l'autre, on a bien discuté. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne sais pas avec qui. Mais bien évidemment, il faut maintenir ce lien. Mais c'est vrai que je pense que cette démarche, la démarche qui a lieu actuellement, si vous voulez, elle est complexe pour nous. Parce que notre armée, mais comme toutes les armées européennes, peu ou prou, si vous voulez, on a été, depuis les années 90, on est sur un mouvement descendant extrêmement important et nos armées ont été totalement martyrisées en termes de budget, en termes d'effectifs, en termes de missions, en termes de structure. Et donc c'est des armées qui se sont totalement orientées vers le combat asymétrique, la guerre en Afrique avec le corps expéditionnaire. Et là, patatras, le 24 février, si vous voulez, il y a un modèle totalement nouveau qui réapparaît. Et là, très clairement, notre armée, si vous voulez, malgré ses qualités éminentes, si vous voulez, est en très grande difficulté. Il faut réinventer un modèle. Et c'est ça l'objectif de la loi de programmation militaire qui vient d'être annoncée la semaine dernière. À partir de quand est-ce qu'on peut parler de co-belligérance? Poser des questions intéressantes. Écoutez, je pense qu'il faudrait demander à Poutine quelque part.
pense qu'il y a lui qui a tracé une ligne. Je pense que cette ligne, elle est mobile en plus. Et je pense qu'un jour, il dira, à partir de maintenant, vous êtes co-belligérants. Je pense honnêtement... Il le dit déjà un petit peu avec Oui, oui, la livraison des chars oui, oui. anglais, allemands et américains. Je pense que les avions seront un moment, si vous voulez, les moyens qui permettront aux Ukrainiens d'aller en Russie marqueront le moment, si vous voulez, d'une forme de co-belligérance quelque part. Alors, encore une fois, je ne sais pas comment ça va le faire, mais c'est vrai que l'aviation ou les missiles à longue portée, sur le HIMARS par exemple, ou bien des avions de chasse français ou d'autres, ce serait vraiment un signe extrêmement défavorable envoyé aux Russes, mais en même temps, ça marquerait une forme d'engagement extrêmement important. Donc on peut considérer que si on livrait des avions, il y aurait un pas extrêmement important qui serait fait en direction, pas d'une co-belligérance, en tout cas d'un soutien encore plus appuyé qu'il ne l'est actuellement. On va y revenir, colonel Pierre de Jong, mais sur cette question des chars à nouveau, livrer des chars, c'est une chose, qu'ils soient ensuite opérationnels sur le terrain, c'en est une autre. Concrètement, comment ça marche? Combien de temps cela prendrait et cela va prendre pour ce qui est des chars anglais, allemands et américains qui devraient être livrés à l'Ukraine? Alors d'abord, tout dépend de l'endroit où ils sont. Les Américains, ils ont déjà une mer à traverser ou un océan à traverser, ce qui n'est pas le cas à nous. Alors prenons les léopards allemands, par exemple. Voilà, ou même les Américains vont mettre ça sur des bateaux, ça va arriver quelque part, globalement en Pologne, je vois ça comme ça, et de Pologne, ça peut partir ailleurs par la voie ferrée, c'est les voies ferrées, des camions, des porte-chars. Vous avez une deuxième porte d'entrée qui est Odessa, parce qu'il faudrait que les bateaux remontent directement. Là, je pense que les bateaux avec des blindés à l'intérieur, si vous voulez, montant sur Odessa, compte tenu des bombardements de cette semaine, je pense que les Russes feraient ce qu'il faut pour détruire tout ça. Donc je pense que vraiment, ça passerait par la Pologne ou la Roumanie, la Pologne par un port polonais, et ça descendrait par train en direction du front. Après, vous auriez une zone de regroupement. Alors j'imagine que les Polonais feraient extrêmement attention dès lors que les blindés vont rentrer en Ukraine, parce qu'évidemment, tous les satellites russes vont essayer de savoir où ça se passe pour mettre en place des mesures de rétorsion. Donc si vous voulez, on ne saura pas exactement où sont les blindés, ils seront par petits paquets, et au dernier moment, si vous voulez, ils vont se rassembler, une forme de réseau, le réseau sahélien, si vous voulez, et les réseaux, je dirais, ukrainiens se mettra en place, et ils vont foncer dans le tas, parce que le problème, c'est que ces engins ne fonctionnent que comme une action de choc, et donc ils ne peuvent fonctionner, ils sont efficaces que lorsqu'ils sont groupés, une forme de concentration extrême. Donc s'il y avait 200 chars, les 200 chars seraient là, enfin il y aurait 100 chars en premier échelon et 200 chars en premier échelon. La bataille du Koursk, en 1943-44, c'est 8000 chars pendant 12 jours, pour vous donner un ordre d'idée. C'est beaucoup plus. C'est notre dimension, bien évidemment. Combien de temps cela va prendre? Tout dépend de la vitesse du véhicule, je dirais, parce que je dis facilement ce genre de choses. Le problème, tout dépend, du niveau de motivation, de la sortie, si vous voulez, des hangars. On voit bien que les Américains, j'imagine que les Ukrainiens ne verront pas les Abrams avant un certain temps. C'est quoi, c'est le mois de septembre, octobre? Mais je n'ai aucune idée, parce qu'il y a des dires au mois de septembre, sachant qu'ils ont des stocks colossaux. Donc un truc comme ça, on pourrait considérer que, pour les Européens, pour le Léopard, je pense que c'est extrêmement plus rapide. Je pense que les Ukrainiens, les Polonais ou les pays limitrophes sont prêts à donner leurs engins tout de suite, ce qui veut dire que dans les semaines qui viennent, ces engins seraient sur le front, sachant que les problématiques liées à la formation, etc., sont des problématiques subalternes, puisque un tankiste ukrainien, il fait la guerre depuis 6 mois, même sur un T-80 ou T-72. Il est capable de s'adapter? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a l'électronique, etc. Mais enfin, vous savez, le niveau de motivation, etc. Par contre, c'est là qu'on voit la grande différence par rapport aux avions. Donc, autant pour les chars, ça pose pas trop de problèmes. En quelques jours, on peut recycler un tankiste. Par contre, si on livre des avions, c'est un autre monde. Et là, on voit que si on devait livrer des avions, ce ne serait pas avant plusieurs années, dans 1 ou 2 ans, parce que vous formez des gens, des pilotes. Alors, c'est autre chose. On est sur un autre modèle. Comment va s'organiser l'armée ukrainienne avec tous ces renforts? D'abord, on imagine que les chars, vous dites un tankiste peut en gros s'adapter, mais ils seront utilisés sur des zones de guerre différentes. Normalement, non. Normalement, si vous voulez, l'emploi du blindé, compte tenu du fait qu'ils vont en avoir très très peu, parce que 200, c'est pas du tout significatif, donc ils sont obligés de les utiliser concentrés. Rappelez-vous la guerre 39-45, les Français utilisaient leurs blindés. On avait plus de blindés que les Allemands, on les a utilisés et répartis sur le terrain. Les Allemands ont concentré, c'est la théorie du Schwerpunkt. Les Allemands ont concentré, et là où ils sont concentrés, ils ont percé. Vous savez, les 3 principes de la guerre, il n'y en a pas 50. Économie des moyens, concentration des forces et liberté d'action. Aujourd'hui, les Russes ont la liberté d'action, ils ont la concentration des forces. Les Ukrainiens ne l'ont pas. Et donc le problème, pour renverser ça, c'est la tactique pure et dure, pour renverser ça, il faut créer un événement, il faut recréer de la défensive chez les Russes, et là, il faut percer le front. Et là, il n'y a que les blindés qui peuvent le faire, et donc c'est concentration. C'est pour ça que je pense que l'affaire des 200 chars, c'est un fusil à un coup et pas à 2 coups. Ça marche, mais si ça ne marche pas, ils ne le feront pas une deuxième fois. Est-ce que ça sera suffisant? L'Ukraine réclamait 300 chars.
On n'y est pas. Moi, je pense que même 300 chars, ça ne suffit pas. C'est mon avis de professionnel. Alors, je suis un peu maximaliste. Je dirais qu'il en faut au moins 500 parce que les pertes vont être énormes. Et si vous voulez, si vous avez moins de 100 chars, vous savez, un régiment français de chars, c'est 80 blindés. Un régiment blindé, ça fait un régiment, c'est 80 chars. Nous, on a un modèle avec 40 chars et 80 chars. 80 chars, c'est un gros régiment. On va dire, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que 80 blindés, donc ce qui veut dire qu'avec les 200 blindés ou les 150 blindés qui vont arriver, ils ont en fait la valeur de 2 régiments. C'est pas beaucoup, vous savez, et avec ça, on ne reverse pas le front. Donc les Ukrainiens auront intérêt à ne pas se tromper, d'autant que 2 autres problèmes. Premier problème, c'est les conditions du terrain. C'est-à-dire que dans le nord, si vous voulez, on sait que les terrains assez marécageux, assez compartimentés, donc je ne vois pas très bien ces blindés s'engager dans les montagnes ou en tout cas dans le nord du pays. Par contre, dans le sud, c'est possible. Et le deuxième point, c'est la classe des ponts. C'est qu'en fait, le problème, c'est les engins qui pèsent 60 tonnes, 70 tonnes pour le Challenger. Le problème, c'est une classe de pont. Les ponts ont été détruits, donc il faut passer quelque part. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau. Donc si vous engagez maintenant, il va y avoir la fonte des neiges. Donc il y aura de l'eau partout. Donc les engins peuvent fonctionner, mais il y aura de l'eau partout. Donc on voit on pourra les utiliser à l'été et éventuellement au début de l'automne. Après, ça deviendra compliqué. Donc si vous voulez, la période d'une offensive ukrainienne, elle est extrêmement courte. Je dirais, elle commencera au mois de mai, juin, et elle va terminer au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard pour l'instant. Ben, aujourd'hui, ils ne peuvent pas. De toute façon, les engins ne sont pas là. Donc ils ne vont pas y aller. Donc indice qu'on a trop tardé. Oui, mais c'est comme ça. C'est un constat. Évidemment, il fallait le faire avant. Mais en même temps, je pense qu'on a suivi les demandes du président Zelensky. Il ne demandait pas de blinder il y a quelque temps, d'autant qu'on était assez réfractaires. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on considérait les chars comme des engins offensifs et qui auraient pu troubler, si vous voulez, le sommeil de Poutine. Aujourd'hui, on a dépassé ça, compte tenu d'un point et d'un seul, c'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont en très grande difficulté. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, si vous voulez, les Russes sont à la manœuvre. C'est eux qui avancent partout dans le Donbass. Et ce n'est pas du tout les Ukrainiens. Et donc ça, c'est la prise en compte de la menace et donc du risque potentiel d'avoir des Russes qui progressent et qui percent le front. Ils peuvent le percer jusqu'où ils veulent quasiment. Et ben ça, c'est un risque majeur. Et je pense que c'est pour ça que les pays de l'OTAN, aujourd'hui, compensent avec des moyens lourds. Colonel Pierre de Jong, dans une guerre blindée mécanisée, les chars seuls ne suffisent pas. Les Occidentaux ont déjà commencé à fournir des équipements militaires. Est-ce qu'il ne faut pas fournir également d'autres équipements pour accompagner les chars une fois qu'ils seront opérationnels sur le terrain? Vous savez, c'est un coup complet, comme on dit. Hein. Donc, c'est une espèce de système d'armes. Parce qu'on parle beaucoup des chars, mais il n'y a pas que ça. Ça s'appelle un système d'armes. Le système d'armes fait qu'autour de l'arme, qui est le char, vous avez un environnement, bien sûr, avec des fantassins. Ça, c'est ce qu'on appelle les armes de mêlée, c'est le combat direct avec l'ennemi. Le deuxième point sont les appuis. Donc, il y a des appuis d'artillerie extrêmement puissants, parce que le char ne va pas s'engager comme ça. Donc, vous avez une espèce de rouleau compresseur avec des tirs d'artillerie et puis également de l'appui aérien. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il faut consentir impérativement, parce que les Russes ont pas mal d'avions, ils ne sont pas beaucoup servis, ils ont beaucoup d'avions. Il faut qu'il y ait un moyen qui protège, et donc avec des systèmes solaires. Donc, si vous avez tout un environnement incroyable, et ça, c'est pour la partie tactique. Et dès lors que vous voyez le renseignement et le commandement, il faut des moyens cryptés, etc. Donc, si vous voulez, les offensives de chars, aujourd'hui, ça va très vite. Il y a beaucoup d'informatique, il y a beaucoup de ferraille sur le champ de bataille, et donc, évidemment, ce sont des opérations extrêmement lourdes à monter. Vous parliez des offensives russes. On a observé ces temps-ci des avancées du côté de Zaporijjia. On voit également qu'il y a la bataille de Bakhmout, une bataille très serrée. Les Ukrainiens, eux, alertent sur une potentielle offensive russe au printemps. Où est-ce que cela pourrait se faire selon vous? Difficile à prédire, mais... Vous savez, on ne dit pas la science de la guerre, on dit l'art de la guerre, et ça, c'est le rôle du chef. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette malheureuse armée ukrainienne, parce que pour eux, pour le coup, c'est vraiment une tension extrême, c'est que leur armée, malheureusement, ils sont obligés aujourd'hui d'étaler leur armée entre la Biélorussie et la mer Noire. Donc sur les milliers de kilomètres, là, vous avez toute cette armée qui est alignée là, parce qu'ils sont en défensive. Alors que les Russes sont en offensive, donc eux, ils vont concentrer là où ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? On voit bien, ils mènent des opérations de vérification de l'état de résistance de l'Ukraine. Donc ils l'ont fait dans le nord à Soledar, ils vont continuer, et bien évidemment la partie centrale, qui est la partie de Zaporijjia, qui est là où on pourrait imaginer une offensive ukrainienne. Bien évidemment, les Russes vont essayer de conquérir cet espace. Pourquoi? Parce que vous avez le Dniepr, à ce moment-là, ils vont essayer de le tenir. Et donc, ils le tiennent, puisque c'est eux qui tiennent Zaporijjia. Et donc, je pense qu'ils vont massivement se mettre en place sur Zaporijjia. Ou bien tendre un piège, parce qu'il y a ça aussi, vous tendez un piège, vous laissez ça rentrer, vous préparez un dispositif comme une espèce de NAS, vous laissez les Ukrainiens rentrer,
Zaporijjia, etc., ils vont aller ensuite en direction du Donbass ou en direction de la Crimée. Et là, vous avez préparé une espèce de nasse dans lequel les forces, si vous voulez, rentrent à l'intérieur. Et là, vous menez une contre-offensive massive à partir du nord, principalement, en direction des flancs de l'offensive ukrainienne. Donc, si vous voulez, les Ukrainiens, ils n'ont pas, compte tenu des moyens qu'ils ont, alors ils sont fortement motivés, ils sont plutôt agressifs, mais le problème, c'est que, encore une fois, l'art de la guerre fait que personne ne peut dire aujourd'hui où ça va se passer. Quoi qu'il en soit, ils ont besoin du soutien des Occidentaux qui livrent des munitions, des armes depuis presque un an, et pourtant nos armées ne sont pas inépuisables. Jusqu'où va aller ce soutien occidentaux? Est-ce qu'il va continuer comme ça pendant des années? Après, c'est une question budgétaire, hein. Vous avez vu que le président Macron a clairement orienté nos industriels à développer, à travailler plus vite et davantage. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir une accélération des processus de construction et de fabrication. D'ailleurs, dans la LPM, le président, enfin dans la loi de programmation militaire, le président n'a pas évoqué le titre de... Enfin, il n'a pas dit densification, massification, il a dit cohérence. Cohérence, ça veut dire qu'il y a 200 000 hommes dans les armées, il n'y en aura pas 201 000 demain matin. Donc ce n'est pas un problème de structure, pas un problème d'hommes. Aujourd'hui, il va renforcer ce qu'il peut renforcer dans la cyber, dans les moyens antiaériens et surtout dans les stocks de munitions. Alors après, il y a des études faites sur le porte-avions et sur l'avion du futur. Mais on voit bien que la partie, si vous voulez, stockage, la partie stock est très importante. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chiffres qui tournent qui sont assez effrayants. Dans le genre, l'armée française, c'est 80 km de front pendant 3 semaines. Beaucoup de messages dans le chat. Colonel Pierre de Jong, Christian Léon Toussaint, par exemple, qui nous dit personne ne sait vraiment ce que veut faire Vladimir Poutine. Personne, tous se demandent la finalité. Un commentaire peut-être. C'est vrai qu'on a du mal à savoir où est-ce qu'il veut en venir, Vladimir Poutine. C'est le problème depuis le Où est-ce début qu'il de la guerre. s'arrêtera? On n'a jamais su exactement quels étaient les objectifs des Russes. Maintenant, on pourrait éventuellement imaginer qu'il veut reconquérir totalement le Donbass, c'est-à-dire en fait le Louhansk et puis la partie sud. Ça, c'est possible. Mais s'il y parvenait, est-ce qu'il s'arrêtera là? Moi, je pense que ça ne s'arrêtera pas. Parce que là, il y a à peu près 1 million. Moi, j'estime qu'il y a à peu près 1 million de soldats russes sur le front. Et si vous voulez, je ne vois pas Poutine en train de démobiliser dans quelques temps. Donc, il y aura une espèce comment dire, de ligne, enfin de ligne de contact, une espèce de front qui va se stabiliser, parce que je pense que ça va finir par se stabiliser, parce que les Ukrainiens ne peuvent compenser cette avancée que par du matériel. On va leur livrer massivement. Donc aujourd'hui, on voit bien que cette espèce de profondeur stratégique russe, humaine, industrielle et bien sûr géographique, elle est compensée par la qualité des matériels qu'on leur donne. Donc aujourd'hui, il y a une forme d'équilibre qui va se mettre en place, et donc bien sûr, on va assurer cet équilibre, et donc ça va malheureusement, on va avoir une espèce de ligne, et je pense que les diplomates et les gouvernants du monde entier pourraient se satisfaire éventuellement d'une espèce de guerre froide chaude ou de guerre tiède, si vous voulez, en Europe. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est une guerre européenne. On est vraiment sur un modèle qui est un modèle qu'on n'a pas prévu du tout. Il va falloir faire une chose. Donc, en fait, il va falloir réformer notre armée, la restructurer, la réorienter en direction des steppes de l'Est, avec des notions de corps de bataille, de chars lourds, etc. Des notions qu'on commençait à voir disparaître progressivement. Les Occidentaux, en tout cas depuis le début du conflit, veulent éviter tout risque d'escalade avec Moscou. Est-ce que les Occidentaux ne se sont pas, eh bien, malgré eux, lancés dans cette escalade avec cette livraison de chars? Et surtout, vous abordiez un petit peu cette question tout à l'heure, pardon, si les chars ne permettent pas de faire la différence, quelle pourrait être la prochaine étape? Alors, je ne peux pas vous répondre parce que, bien évidemment... Vous parliez des avions, peut-être. Oui, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, je considère que 200 chars, ça ne suffit pas. Donc, c'est un fusil à un coup. Ça, c'est le premier point. Ça peut fonctionner. Mais c'est un fusil à un coup. Le deuxième point, l'étape suivante, c'est quoi? Parce que le problème, c'est que pourquoi on donne des chars? Parce que si les Russes, si les Ukrainiens avaient été blackboulés, comme on dit, en fait, avaient été rejetés à la mer, comme dit l'autre, etc., ben, on va laisser les Russes arriver sur la frontière polonaise? Bien évidemment que non. Donc on voit bien que dans les rapports de force, on a évalué, on a compris qu'il y avait un risque potentiel que les Ukrainiens reculent. Premier point. Deuxième point, s'ils continuent de reculer, ce n'est pas impensable le temps que les chars arrivent. Si on met 6 mois pour leur livrer les blindés, et encore une fois, 200 chars, ce n'est pas 1000 km de front, c'est quelques dizaines de kilomètres, donc ce n'est pas beaucoup. Donc le problème, l'étape suivante, c'est ce qu'a demandé Zelensky. Il l'a dit très clairement hier et avant-hier. Il a demandé des moyens, des missiles à longue portée, donc pour tirer probablement sur la Russie, et évidemment des moyens aériens, parce qu'aujourd'hui, le moyen aérien permet, s'il est de tirer un missile de croisière, je dirais, à 200 km ou à 150 km. Ce qui veut dire que l'engin, il décolle, il se met quelque part et il se met à 200 km. Donc en fait, il est loin du front. Mais vous pouvez tirer sur des cibles. Et moi, j'estime que les Ukrainiens vont, évidemment, malgré le fait qu'ils le dénient, qu'ils disent qu'ils ne vont pas le faire, bien évidemment, ils vont essayer de le faire. Mais pourquoi c'est comme incroyable qu'un pays attaqué ne puisse pas attaquer l'attaquant? On est sur un modèle tactique qui est extrêmement étrange, mais bien évidemment, donc l'étape suivante, c'est des moyens plus lourds, etc., etc., sachant qu'il y a une troisième période, c'est les hommes.
C'est qu'au bout d'un moment, je dis une fois que si ça ne fonctionne pas tout ça, est-ce qu'on finira par envoyer des hommes et leur faire traverser la frontière d'une façon ou d'une autre? Et ça, c'est un autre sujet et pour lequel je n'ai absolument pas la réponse, bien évidemment. Énormément de questions, en tous les cas, qui se posent. Merci beaucoup, colonel Pierre de Jong, pour votre précieuse analyse. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Institut Thémis et spécialiste en géopolitique. Merci Merci beaucoup. d'avoir été avec nous ce soir.